Histoire chapitre 7. 3 moines ascétiques et 3 jeunes femmes de Bagdad. Votre Majesté, sous le règne du roi musulman Haroun-i-Rachid, il y avait à Bagdad un porteur qui, même s'il s'agissait d'un travail modeste et difficile, s'est néanmoins révélé être une personne intelligente et joyeuse. Un matin, comme d'habitude, avec un grand panier à côté de lui, debout sur une place publique, il attendit de voir si quelqu'un avait besoin de son travail. Soudain, une jeune femme au corps mince et au visage voilé vint et lui dit gentiment: « Écoute, portier, prends le panier et suis-le. » Moi. Le portier, très content de ces paroles douces, posa rapidement le panier sur sa tête et le suivit. La jeune femme dit doucement: « Oh, jour de chance. Oh, bonne journée. » La jeune femme s'arrêta d'abord devant une porte fermée, leva la main pour frapper. Un chrétien digne avec une longue barbe blanche ouvrit la porte. La jeune femme lui mit de l'argent dans la main, sans rien dire. Un mot. Mais le vieil homme savait ce qu'elle voulait, entra et un instant plus tard en sortit un grand pot de vin. « Prenez ce pot, la jeune femme l'a dit au portier, et mettez-le dans votre panier. » Double point. Il l'a fait et elle continua de marcher. Le portier la suivit et s'écria encore: « Oh, jour béni! Oh, quelle journée étonnamment heureuse !» La jeune femme s'arrêta devant l'étal de fruits. Elle choisit d'acheter toutes sortes de pommes, pêches, prunes, coings, citrons, oranges, myrtes, lys, jasmin et bien d'autres fleurs. Herbes. Elle dit au portier de tout mettre dans le panier et de continuer à la suivre. Passant devant le comptoir des charcuteries, elle lui dit de peser 25 livres de la meilleure viande. Et le portier les remit dans le panier. Point. Selon ses commandes. En se rendant dans un autre magasin, elle a acheté des bourgeons d'érable, de la coriandre, des concombres et bien d'autres légumes verts, le tout trempé dans du vinaigre. En se rendant dans un autre magasin, elle a acheté des cacahuètes, des amandes et des châtaignes. 3 haricots, des amandes et beaucoup de fruits similaires. Dans un autre magasin, elle a acheté toutes sortes de confitures d'amandes. Le portier a mis toutes ces choses dans le panier, a vu qu'il était plein et a dit au jeune homme: « Femme, madame, vous auriez dû me prévenir que lorsque je achetais beaucoup de choses, j'amènerais un cheval ou plutôt un chameau pour le porter. Si vous en achetez encore, je ne pourrai pas le supporter. » La jeune femme rit de cette plaisanterie, disant toujours au porteur d'emporter un panier avec elle. Elle se rendit dans un magasin d'épices pour acheter toutes sortes de parfums et d'ongles. De l'encens, de la muscade, du poivre, du gingembre, un gros morceau d'ambre gris et bien d'autres arômes alimentaires indiens. Firent déborder la corbeille du portier. La jeune femme lui dit quand même de le suivre. Ils marchèrent jusqu'à arriver devant un splendide édifice dont la façade était décorée de beaux piliers et la porte était incrustée d'ivoire. Ils s'arrêtèrent. La jeune femme frappa légèrement à la porte. Double point. En arrivant à cet endroit, Scheherazade réalisa que c'était l'aube et s'arrêta de parler. « Ma sœur, pour être honnête, l'histoire vient de commencer et je la trouve très intéressante, dit Dinarzade. Je crois que le roi ne manquera pas le plaisir d'entendre la suite. Il est vrai que Schahriar non seulement n'a pas ordonné l'exécution de la reine, mais qu'elle a aussi attendu avec impatience la nuit suivante pour voir ce qui se passerait dans le splendide bâtiment qu'elle avait décrit. » Oh, Dinarzade se réveilla avant l'aube et dit à la reine: « Ma sœur, si tu es réveillée, s'il te plaît,
Continue de raconter l'histoire que tu as commencée hier. Scheherazade poursuit alors ainsi. Pendant que la jeune femme et le portier attendaient que la porte s'ouvre, cet homme était plongé dans ses pensées. Il était surpris. Une femme mûre comme vous voyez qu'elle continuait à faire son travail? Sûrement pas un esclave, avec une apparence si noble, ce devait être une personne libre, une personne de statut social. Il avait l'intention de poser des questions pour éclaircir l'affaire, mais entre-temps. Puis une autre jeune femme ouvrit la porte, et cette jeune femme eut aussi une beauté si brillante qu'il fut abasourdi et faillit renverser le panier rempli de choses à l'intérieur. Il n'avait jamais vu une telle beauté, comparée à la personne qui se tenait devant lui. La jeune femme qui le conduisait remarqua la confusion qui régnait dans son esprit. Et en connaissait clairement la cause. Elle était tellement intéressée par l'air hébété du portier qu'elle ne s'en aperçut pas. Elle vit que la porte était ouverte. Et, entrez. Voulez-vous? La jeune femme ouvrit la porte et dit: Quoi tu attends? Ne vois-tu pas que le dos du pauvre homme est courbé à cause du lourd panier? Quand elle et son ami le portier entrèrent, la jeune femme sortit et ferma la porte et tous les trois, après être passés par un beau hall d'entrée, on pénétrait dans une très grande cour entourée de couloirs, reliant des pièces tout aussi vastes et extrêmement majestueuses. Au fond de la cour se trouve une grande et belle voûte avec un trône d'ambre placé au milieu, soutenu par 4 piliers en bois de fer, le tout incrusté de gros diamants et de perles et recouvert de satin rouge brodé de beaux fils d'or soigneusement. Au milieu de la cour se trouve un grand réservoir construit en marbre blanc, contenant de l'eau claire libérée en abondance par le museau d'un lion en bronze doré. Le portier, même s'il devait se fatiguer le dos pour porter la charge, ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté et la propreté partout dans ce bâtiment. Mais le phénomène qui attira particulièrement son attention fut la 3e jeune femme assise sur le trône, qui était bien plus belle que la 2e jeune femme. Elle descendit dès qu'elle vit revenir les 2 jeunes femmes. En regardant leur comportement, il devina que la maîtresse devait être cette 3e jeune femme, et il n'avait pas tort. Le nom de cette jeune femme était Zobéide. La jeune femme qui a ouvert la porte était Safi et Amine était la jeune femme qui revenait tout juste des courses. Zobéide dit aux 2 jeunes femmes en s'approchant d'elles: Les enfants, ne voyez-vous pas que ce brave type se frotte le dos sous ce panier plein de choses? Qu'est-ce que tu attends? En entendant cela, Amine et Safi saisirent chacun une des anses du panier. Zobéide posa également la main dessus, et tous les 3 posèrent délicatement le panier au sol. Ils commencèrent à déballer les affaires à l'intérieur. Après avoir terminé les travaux, le gracieux Amine sortit de l'argent pour payer le portier. La lumière de l'aube, arrivant à cet endroit, força Scheherazade a cessé de parler, ce qui décevait non seulement Dinarleith mais aussi Schahriar. L'empereur dut attendre jusqu'à ce que la nuit suivante pour continuer à écouter. Oh, la nuit suivante! Impatient d'entendre la suite de l'histoire qu'il avait commencé à raconter, Dinarzade se réveilla et dit à la reine: Au nom de Dieu, si tu peux, je ne dors plus, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire de 3 belles jeunes femmes, ce qu'elles ont fait avec tout ce qu'Amine a acheté. Alors tu le sauras, lui dit Scheherazade, si tu écoutes attentivement, dit-elle. Et elle continua à raconter l'histoire. Ainsi, le portier, très satisfait de l'argent qu'on lui payait, au lieu de porter le panier et de partir, il semblait hésitant et maladroit. C'était comme si c'était inattendu. Le sien, il comptait demander à rester pour admirer les rares beautés et, à son avis, tout aussi gracieuses.
Car Amine avait aussi enlevé son voile et il voyait qu'elle était aussi belle que les deux autres jeunes femmes. Ce qui le rendait incompréhensible, c'était qu'il ne voyait aucun homme dans ce bâtiment. De plus, la plupart des aliments qu'il a ramenés à la maison, comme les fruits secs et les confitures, ne conviennent qu'aux personnes qui aiment boire et se divertir. Au début, Zobéide crut que le portier était encore debout pour se reposer, mais voyant qu'il restait trop longtemps, il demanda : « Qu'est-ce que tu attends ? Vous n'avez pas été entièrement payé ? Et dis-elle à Amine s'il te plaît. Donne-lui un peu plus pour qu'il soit satisfait. Madame, dit le portier, ce n'est pas cela qui me retient ici, car le salaire est plus que digne. Je sais que ce n'est pas très poli de ma part de rester plus longtemps que nécessaire, mais j'espère que vous me pardonnerez si vous voyez ma surprise qu'aucun homme parmi vous trois n'ait une beauté extraordinaire. Un groupe composé uniquement de femmes sans hommes est en réalité tout aussi ennuyeux qu'un groupe composé uniquement d'hommes sans femmes. Il a ajouté à la déclaration ci-dessus de nombreux autres détails amusants pour prouver ce qu'il avait dit. Il n'a pas non plus oublié de citer le dicton qu'on dit souvent à Bagdad. Manger n'est pas bon s'il n'y a pas 4 personnes, et il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a que 3 personnes ici. Il en faut une. Le repas est vraiment intéressant. Les jeunes femmes riaient du raisonnement du portier. Alors Zobéide lui dit sévèrement : « Mon ami, tu étais trop curieux, mais même si je ne veux pas en dire plus, je dois quand même vous faire savoir que nous trois, sœurs, faisons notre travail en secret, personne ne peut le savoir. Nous avons une raison importante pour laquelle nous ne pouvons pas révéler nos affaires privées à ceux qui bavardent. Un auteur célèbre dont nous avons lu les livres a dit ceci. Gardez votre secret pour vous et ne le révélez à personne. Celui qui le révélera n'aura plus le contrôle de ce secret. Si votre propre estomac ne peut pas garder votre secret, comment l'estomac de la personne à qui vous confiez ce secret sera-t-il capable de le garder ? Mesdames, répéta le portier, rien qu'à votre apparition, dès le premier moment de contact, j'ai su que vous étiez des personnes rares et nobles et j'ai constaté que je ne me trompais pas. Même si le destin ne me donne pas assez de richesse pour m'élever à une carrière au-dessus de ma profession actuelle, j'améliore constamment mes connaissances en lisant des livres sur la science et l'histoire et en demandant leur aide aux dames. Maxime que je pratique toujours de façon régulière. Telle est la phrase. Nous ne gardons des secrets que pour ceux qui sont connus pour être des mouchards qui profitent de notre confiance. Mais nous n'hésitons jamais à les révéler à ceux qui sont sages, prudents, car nous savons avec certitude qu'ils sauront comment pour le garder pour eux. Garder un secret en moi sera absolument aussi sûr que de le laisser dans une pièce avec une porte à double verrouillage et dont la clé est perdue. Zobéide savait que ce portier était assez malin, mais lui fit savoir qu'il voulait rester pour le fait qu'ils étaient sur le point d'organiser. Elle a souri et a dit. Tu sais que nous allons faire une fête et tu sais que nous avons dû dépenser beaucoup d'argent, donc ça vaut le coup. Sinon, et si vous aussi vous vouliez participer sans rien apporter ? La belle-fille sa fille l'a également rejoint. Mon ami, elle t'a dit de porter la charge, n'as-tu pas entendu souvent les gens dire ? Si tu portes quelque chose, tu seras celui avec qui restez-nous. Si vous n'apportez rien, vous devriez repartir les mains vides. Le portier, même s'il était bavard, se serait sans doute retiré avec embarras si Amine n'avait pas eu le courage de le défendre et de dire à Zobéide et sa fille, « Chère sœur, je vous supplie de lui permettre de rester avec nous, il nous fera certainement plaisir, vous voyez, il a toutes les capacités comme poste. Je peux vous assurer que sans sa diligence, sa rapidité et son courage à me suivre, je n'aurais pas pu acheter autant de choses en si peu de temps. D'ailleurs,
Si je vous raconte tous les mots doux et polis qu'il m'a dit en cours de route, je suis sûr que vous ne serez pas surpris de voir à quel point je suis protecteur envers lui. Écoutez. Dès qu'Amine a prononcé ces mots, la portière fut ravie, s'agenouilla immédiatement, embrassa le sol, là où se trouvaient les pieds de la belle femme, puis se leva et dit: Chère dame, aujourd'hui vous avez commencé votre bonheur. Pour moi, elle le multiplia par un acte vraiment généreux. Je ne peux pas exprimer assez ma gratitude. Aussi, mesdames, leur dit-il à tous les trois, puisque vous m'avez fait un grand honneur, ne me considérez pas trop abusif. Je me considère comme une personne digne d'un tel honneur. Non. Je me suis toujours considéré comme un humble esclave des dames. Cela dit, il rendit l'argent qu'il avait reçu, mais Zobéide lui dit solennellement de le garder. Elle dit: Tout ce qui nous a quittés autrefois pour récompenser cela, qui a aidé, ne reviendra jamais. Le soleil brillait à ce moment précis, obligeant Scheherazade à se taire. Dinarzade était fini. Écoutant attentivement, il était très en colère. Mais il se calma dès que l'empereur, également curieux de ce qui s'était passé entre les trois belles jeunes femmes et le portier, lui dit de garder la suite pour la nuit suivante et resta là. Montez et faites votre travail habituel. Oh, dit Dinarzade le lendemain, sans manquer de réveiller la reine à l'heure habituelle et lui disant: Ma chère sœur, il est presque l'heure d'attendre le matin. Dites-le-moi s'il vous plaît. Continuez l'histoire passionnante que vous avez laissée hier soir. Scheherazade prit la parole, et dit à l'empereur: Votre Majesté, avec votre permission, je voudrais satisfaire la curiosité de ma sœur. Puis elle a continué à raconter l'histoire des trois moines. L'ascétisme islamique est le suivant. Alors Zobéide n'a pas voulu reprendre le salaire du porteur, mais elle a dit: Eh mon ami, j'accepte que vous restiez et vous amusiez avec nous, mais je vous préviens. Il ne suffit pas que vous gardiez le secret, mais nous voulons aussi que vous respectiez strictement les règles de politesse et d'honnêteté. Pendant ce temps, la belle Amine ôta ses vêtements de ville, attacha soigneusement la houdaille à l'intérieur de sa taille et commença à mettre la table. Une grande quantité de nourriture était disposée et elle plaça de nombreuses bouteilles de vin et des coupes dorées sur la commode. Après cela, les jeunes femmes se sont assises à table et ont laissé le portier s'asseoir à côté d'elles. Cet homme se sentit indescriptiblement satisfait parce qu'il vit qu'il était assis à la même table avec trois femmes merveilleusement belles. Après quelques apéritifs, Amine s'assit à côté du meuble, prit une bouteille de vin, une tasse, et versa d'abord le vin à boire selon la coutume arabe. Elle le versa de nouveau, le donna à boire aux sœurs à tour de rôle, puis le versa une quatrième fois dans la même tasse et le donna au portier. Cet homme prit la coupe, baisa la main d'Amine, et avant de boire, chanta une chanson dont le sens était: Comme le vent emporte avec lui l'odeur des lieux odorants, il passe comme la coupe. Le vin qu'il s'apprête à boire aura une saveur plus douce que son goût naturel de sa main. Cette chanson a rendu les filles heureuses et elles ont également chanté. Tout le monde était très content pendant le repas, qui a duré assez longtemps et comprenait de nombreux jeux intéressants. La journée était sur le point de se terminer. Safi dit au portier au nom des trois sœurs: Eh bien, lève-toi et pars. Il est temps pour toi de partir. Le portier ne voulait pas du tout partir en disant: Oh super! Où veux-tu m'ordonner d'aller quand je suis dans cet état? Je me suis saoulé en regardant les dames et en buvant leur vin. Je ne retrouverai jamais le chemin de chez moi. S'il vous plaît, laissez-moi rester une nuit pour me réveiller complètement. Je peux dormir n'importe où,
Mais il me faudra un certain temps pour revenir à l'état dans lequel j'étais lorsque je suis arrivé ici pour la première fois. Dans toutes ces conditions, je doute encore que le meilleur de moi soit encore là. Amin a encore une fois défendu le portier. Mesdames, dit-elle, il a raison. Je suis d'accord avec sa suggestion. Ce type nous a rendus si heureux. Si vous me croyez, ou plutôt si vous m'aimez comme je le fais souvent, gardons-le ici avec nous ce soir. Chérie, dit Zobéide, nous ne pouvons pas refuser ta demande. Le portier, elle a continué à parler à ce type, nous sommes heureux d'accepter à nouveau votre demande, mais il doit y avoir de nouvelles conditions. Peu importe ce que nous faisons qui nous concerne ou qui concerne quelqu'un d'autre, quoi que ce soit d'autre devant vous, vous ne devez pas ouvrir la bouche pour nous demander pourquoi, car en nous posant des questions sur des choses qui n'ont rien à voir avec vous, vous devrez probablement écouter à des choses qui ne vous intéressent pas. Attention, ne soyez pas trop curieux de vouloir approfondir les raisons de ce que nous faisons. Madame, dit le portier, je promets que je respecterai strictement et précisément cette condition, afin que vous n'ayez pas à me déranger et à me blâmer et que vous n'ayez jamais à me punir pour avoir bavardé. La langue restera immobile et mes yeux seront comme un miroir qui ne contient rien de ce qu'il reflète. Laisse-moi te montrer, répéta Zobéide avec un regard sérieux, ce que je te demande n'est pas quelque chose que nous venons de demander. S'il vous plaît, levez-vous et venez lire ce qui est écrit au-dessus de cette porte à l'intérieur. Le portier s'approcha de la porte et lut les mots écrits en grosses lettres dorées. Celui qui dit des choses qui n'ont rien à voir avec lui entendra des choses qui ne sont pas bonnes. Il revient vers les 3 jeunes femmes et leur dit: Mesdames, je vous jure que vous ne m'entendrez jamais dire quoi que ce soit qui n'a rien à voir avec vous et c'est ce qui vous tient à cœur. Ayant accepté, Amin prépara le dîner, et après avoir allumé de nombreuses bougies mêlées d'encens et de musc, qui dégageaient un agréable parfum, illuminant la pièce, elle s'assit à table avec ses sœurs et son frère porteur. Ils recommencèrent à manger, à boire, à chanter et à réciter de la poésie. Les jeunes femmes prenaient plaisir à l'enivrer sous prétexte de boire pour la santé de tous. Les bonnes paroles sont prononcées sans aucune hésitation. Ils se réjouissaient tous d'une joie rare lorsqu'ils entendirent soudain frapper à la porte. Ici, Scheherazade dut s'arrêter car elle voyait que c'était déjà le matin. Empereur, il ne fait aucun doute que la suite de cette histoire sera non, cela ne valait pas la peine de l'écouter. Alors il décida d'attendre le lendemain et de se lever. À la fin de la nuit suivante, Dinarzade appela la reine. Au nom de Dieu, si tu le fais. Je ne dors plus. Continue à me raconter l'histoire de 3 belles jeunes femmes. J'ai hâte de savoir qui a frappé à leur porte. Tu le sauras bientôt, dit Scheherazade, je peux t'assurer que ce que je te dirai plus tard ne sera pas, cela n'est pas digne de l'attention du roi, mon seigneur. En entendant frapper à la porte, elle continua. Les 3 jeunes femmes se levèrent immédiatement et allèrent ouvrir la porte. Mais Safie, qui avait l'habitude de cela, a été plus rapide. Les 2 autres virent qu'ils étaient dépassés. Alors ils s'arrêtèrent et attendirent que Safie revienne et leur dise qui pouvait avoir des affaires à venir si tard. Safie revint pour annoncer: Mesdames, il y a une chance de passer une soirée sympa et si vous avez la même pensée que moi, il ne faut pas la manquer. En ce moment, il y a 3 à 7 musulmans devant notre portail, je suppose d'après leurs vêtements. Mais il y a un détail qui doit surprendre. Tous les 3 ont un œil du côté droit et leurs cheveux, leurs barbes et leurs sourcils sont tous rasés. Ils ont dit qu'ils venaient de mettre les pieds à Bagdad pour la première fois aujourd'hui et que comme il faisait déjà nuit, ils ne savaient pas où loger.
Alors ils ont frappé à notre porte. Ils nous ont demandé, par amour pour Dieu, d'ouvrir notre cœur et de leur tendre la main, de les laisser dormir la nuit même si nous devions rester à l'étable. Ils sont tous jeunes et en bonne santé et semblent assez intelligents, mais je ne peux m'empêcher de rire. Quand je regarde leur visage drôle et similaire. Dites-moi. Safi s'est arrêtée et a éclaté de rire, rendant les deux autres jeunes femmes et même le portier incapables de retenir leur rire. Grande sœur et sœur, continua Safi, nous devrions les laisser entrer, sœurs et frères. Avec les personnes que vous venez de décrire, il n'y a aucune raison pour que nous ne terminions pas la soirée encore plus joyeusement que nous ne l'avons commencée. Ils nous feront grand plaisir sans aucune perturbation notable. Ils demandaient seulement à passer la nuit et partaient tôt le matin. Zobed et Amin étaient très hésitants, ayant du mal à accepter les souhaits de Safi, et la raison était claire pour Safi lui-même. Mais voyant que cette fille exprimait son sincère désir d'approbation, les deux ne purent supporter de refuser. D'accord, lui dit Zobéide, laissez-les entrer. Mais n'oubliez pas de leur dire de ne pas poser de questions sur tout ce qui ne vous concerne pas et laissez-les lire la phrase écrite sur la porte. Ayant reçu cela, Safi alla joyeusement ouvrir la porte et revint aussitôt, suivi de 3 moines musulmans. Les 3 moines entrèrent, s'inclinèrent solennellement et saluèrent les dames qui s'étaient alors levées pour accueillir les invités, les saluèrent et leur manifestèrent leur plaisir de les aider à soulager leur fatigue après leur longue marche. Finalement, les filles invitèrent toutes les 3 à s'asseoir à côté d'elles. La splendeur de la pièce et la douce politesse des jeunes femmes firent que les 3 moines admirèrent secrètement les belles propriétaires féminines. Mais avant de s'asseoir sur la chaise, en jetant par hasard un coup d'œil au porteur, habillé presque comme les moines d'un autre ordre, avec la barbe et les sourcils pas rasés comme eux, l'un des 3 dit: « On dirait que c'est un de nos camarades rebelles arabes. » Point. Les yeux du portier étaient mi-clos et l'alcool lui montait encore à la tête. En entendant cela, il se sentit insatisfait, ne prit pas la peine de se lever, regarda fièrement les 3 moines et dit: « Eh, les gars, asseyez-vous s'il vous plaît. Et ne parlez pas, ne vous mêlez pas de choses insignifiantes. N'avez-vous pas lu la phrase écrite sur la porte ? Ne forcez pas les gens à vivre à votre manière. Rejoindre la famille doit se faire selon la coutume. Et mon pote le moine qui a fait le commentaire initial a dit: s'il te plaît, ne sois pas pressé. Nous sommes désolés qu'il y ait eu quelques lacunes pour vous. Au contraire, nous sommes désormais prêts à écouter vos conseils. La dispute aurait pu durer plus longtemps, mais les jeunes femmes sont intervenues et ont habilement réussi à la concilier. Lorsque les moines s'asseyaient à table, les filles leur servaient à manger et Safi leur versait du vin particulièrement volontiers. Double point. À ce stade, Scheherazade s'arrêta car c'était juste l'aube. L'empereur se leva également et alla mettre la table. La cour dit silencieusement qu'il réécouterait le lendemain car il voulait vraiment savoir pourquoi ces moines n'avaient qu'un œil et tous les 3 n'avaient qu'un seul œil. Oh, 1 heure avant l'aube, Dinarzade se réveilla et dit à la reine: « Ma chère ma sœur, si tu ne dors plus, s'il te plaît, raconte-moi ce qui va se passer entre les 3 jeunes femmes et les 3 moines musulmans. S'il te plaît, dit Scheherazade. Et elle continua à raconter l'histoire de la nuit précédente. Après avoir mangé et buvant à leur guise, les 3 moines ont exprimé leur souhait de divertir la fête en jouant de la musique s'il avait des instruments de musique à disposition et étaient prêts à laisser quelqu'un les sortir. Les 3 jeunes femmes acceptèrent avec joie. La belle Safi s'est levée pour chercher des instruments de musique et a apporté un instant plus tard une flûte locale, une autre flûte persane et un tambour basque.
Chaque moine choisit quelque chose dans la main de la belle et tous les trois commencèrent à jouer une mélodie. Les jeunes femmes connaissaient toutes les paroles de cette chanson, un air très joyeux qui se fondait dans leurs paroles. Mais parfois, ils éclatent de rire tellement les paroles de la chanson sont drôles. La fête était à son paroxysme et tout le monde était extrêmement excité lorsqu'ils entendirent frapper à la porte. Safle a arrêté de chanter pour voir ce qui se passait. Mais, Votre Majesté, nous devons d'abord vous dire pourquoi quelqu'un a frappé si tard dans la nuit à la porte de la maison des trois jeunes femmes. La raison en est que l'empereur Haroun al-Rachid a l'habitude de voyager tard dans la nuit pour voir par lui-même comment est la situation de l'ordre public dans la capitale et si un chaos s'y produit. Cette nuit-là, l'empereur partit en début de soirée, accompagné de Giafar, le premier ministre, et de Mesrour, le chef eunuque du palais. Les trois personnes étaient déguisées en marchands. En passant dans la rue où se trouvait la maison des trois jeunes femmes, le roi entendit des sons d'instruments, des chants et des éclats de rire. Alors il dit au premier ministre, « Eh, tu devrais frapper à la porte de la maison qui fait du bruit. Voyons voir, je veux entrer et voir la raison. » Le Premier ministre a fait de son mieux pour expliquer que c'étaient les jeunes femmes qui faisaient la fête ce soir-là et que l'alcool devait leur monter à la tête. Alors ne soyez pas assez stupide pour entrer et vous laisser prendre par ces mots méchants. Et ce n'est même pas le moment d'interdire. Ne dérangez pas leur plaisir. Mais l'empereur Haroun al-Rachid dit encore. Qu'à cela ne tienne, venez frapper à la porte. Je vous donne un ordre. Alors, en vain, le premier ministre Giafar a dû frapper à la porte de la maison de la jeune femme, obéissant aux ordres du roi de ne pas révéler son identité. Sa fille ouvrit la porte et le vizir, à la lueur de la bougie qu'elle tenait à la main, aperçut une femme d'une grande beauté. Il a très bien joué son rôle, s'est incliné et a dit poliment, « Madame, nous trois commerçants de Moussoul, sommes ici depuis 10 jours avec beaucoup de marchandises chères dans l'entrepôt d'une ferme où nous avons séjourné temporairement. Aujourd'hui, nous avons été invités par un homme d'affaires à visiter sa maison et nous avons eu droit à un repas copieux. Il a appelé un groupe de danseuses pour danser et chanter avec jubilation. Il était tard dans la nuit et le groupe de personnes était si heureux de provoquer du chahut dans les rues. Alors un policier est passé par là et les a forcés à ouvrir la porte. Certaines personnes ont été arrêtées, mais nous avons eu la chance de franchir le muret et de nous échapper. Mais a poursuivi le Premier ministre comme nous étions inconnus et toujours ivres, nous avons chancelé de peur de croiser un autre groupe de patrouille ou le même groupe avant de retourner à la ferme, qui était assez éloignée. De plus, si vous revenez le soir, cela ne servira à rien car le portail est fermé et ne s'ouvrira que le matin, quoi qu'il arrive. Alors, Madame, lorsque nous sommes passés par ici et que nous avons entendu le son de la musique et des chants, nous avons deviné que la fête n'était pas encore terminée, alors nous avons hardiment frappé à la porte et demandé à rester pour la nuit. Si vous pensez que nous méritons d'être autorisés à participer à la fête, nous ferons de notre mieux pour rattraper le temps interrompu par nos soins. Si cela n'est pas possible, demandez simplement un abri temporaire sous les combles de la maison pour éviter le vent et la rosée pendant la nuit. Pendant que Giafar parlait, la belle Safi eut le temps de regarder le vizir et ses deux compagnons, qui, disait-il, étaient aussi des marchands comme lui. En regardant leur visage et leur posture, devinant qu'ils n'étaient pas des gens ordinaires, SFLE leur dit qu'elle n'était pas la patronne. Attendez un peu. Elle reviendrait leur donner une réponse à leur demande. Safi revient présenter Zobéide et Amine.
Ils hésitèrent un instant, ne sachant pas comment résoudre le problème. Mais c'étaient des gens de bonne humeur et ils ont permis aux 3 moines de rester. Ils décidèrent donc de laisser entrer les 3 marchands dans la maison. Scheherazade voulut continuer, mais voyant que c'était déjà l'aube, elle s'arrêta. Le nombre de nouveaux personnages que la reine venait d'introduire dans l'histoire avait éveillé la curiosité. Les paroles de Schahriar le faisaient attendre qu'un incident inattendu se produise. Le roi était tellement excité qu'il dut partir pour la nuit suivante. Oh, Dinarzade, tout aussi curieux que l'empereur, voulait savoir ce qui se passerait lorsque le roi entrerait. La maison des 3 jeunes femmes et n'a pas oublié de réveiller la reine très tôt. Si tu ne dors plus, lui dit-elle, alors je te demande de continuer à raconter l'histoire des moines. Ainsi Scheherazade, avec la permission de l'empereur, continua ainsi. Le roi, son premier ministre et le chef eunuque, amenés par la belle Safie, saluèrent les demoiselles et les moines avec beaucoup de respect et de politesse. Les jeunes femmes les accueillirent également de la même manière, et Zobéide, la considérant comme la sœur aînée avec une solennité qui sied à sa position, leur dit : « Félicitations, messieurs, mais d'abord, si cela ne vous dérange pas, nous voudrions faire une demande. » « Quelle est votre demande ? Madame ? Demanda le roi. Quelqu'un peut-il refuser quelque chose à de belles dames comme vous ? Tu ne dois utiliser tes yeux que pour regarder mais laisser reposer ta langue, ne rien demander sur ce que tu vois, ne te renseigner sur la cause et ne pas bavarder sur des choses qui n'ont rien à voir avec toi, sinon j'entendrai des mots négatifs. Nous nous conformerons, madame. Nous ne sommes ni des juges ni des commérages curieux. Il suffit de prêter attention à ce qui vous préoccupe, mais cela ne sert à rien de vous mêler des affaires des autres. Lorsque le Premier ministre eut fini de parler, tout le monde s'assit joyeusement, reprit la conversation et commença à boire du vin pour les nouveaux invités. Tandis que le Premier ministre Giafar interrogeait les jeunes femmes, l'empereur admirait continuellement leur extraordinaire beauté, leur grâce et leur intelligence. D'un autre côté, il était également extrêmement surpris de voir que les moines, tous les 3, n'avaient qu'un seul œil droit. Il voulait vraiment connaître la raison de cette anomalie, mais les conditions qui lui étaient imposées ainsi qu'à son groupe l'ont fait arrêter. Parallèlement à ses pensées, puis en regardant le mobilier luxueux, la disposition harmonieuse et l'extrême propreté du bâtiment, il ne pouvait s'empêcher de soupçonner qu'il devait y avoir une certaine magie ici. La conversation s'est tournée vers le divertissement et les divertissements. Les moines se sont levés et ont dansé à leur propre rythme, ce qui a été chaleureusement applaudi par les dames et a gagné l'estime de l'empereur et de ses pairs. Quand les moines eurent fini de danser, Zobéide se leva, attrapa la main d'Amine et dit : « Lève-toi, sûrement tout le monde ici ne se moquera pas de nous parce que nous n'avons pas été du tout contraints. Et votre présence à tous n'est pas un obstacle au travail que nous accomplissons encore. » Amine, comprenant ce qu'elle voulait dire, se leva pour récupérer les plats, les bouteilles, les tasses, et rangea la table et les instruments de musique dont les moines venaient de rejouer. Safie n'est pas non plus restée les bras croisés. Elle balaya la maison, réarrangea tous les meubles en désordre, enleva les mèches des bougies et ajouta de l'encens et des libellules dans le four. Ayant fini, elle demanda aux 3 moines de s'asseoir sur un canapé d'un côté et au roi et à ses hommes de s'asseoir sur un autre canapé de l'autre côté. Quant au portier, elle dit : « Lève-toi et aide-nous à faire quelque chose que nous allons faire. Un homme comme vous, que nous considérons comme un membre de notre famille,
ne devrait pas rester assis ainsi. Le portier avait un peu trop bu, se leva précipitamment, et après avoir noué le bas de son haodaï à sa taille, « Je suis prêt, il dit. Qu'est-ce qu'il y a ? » Très bien, dit sa fille, attends 1 minute et tu comprendras. Tu n'auras pas à rester les bras croisés longtemps. Un instant plus tard, Amine sortit avec une chaise et la plaça au milieu de la pièce. Puis elle se dirigea vers une porte, leva la main pour l'ouvrir et fit signe au portier de s'approcher. Viens ici, dit-elle, et aide-moi. Il obéit, entra avec elle et ressortit un instant plus tard, menant 2 chiennes noires avec une laisse attachée au collier de chaque chien. Les 2 chiens semblaient avoir été beaucoup battus à coups de fouet. Le portier conduisit les 2 animaux au milieu de la pièce. Zobéide était assis parmi les moines et le roi se leva aussitôt et se dirigea vers le portier. Allez, dit-elle en soupirant, faisons notre devoir. Elle remonta sa chemise jusqu'au coude et prit le fouet que sa fille lui avait donné en disant au portier. Donnez en un à Amine, et apportez-moi l'autre ici. Le porteur obéit et alors qu'il s'approchait de Zobéide, le chien qu'il conduisait se mit à gémir et releva la tête pour regarder Zobéide avec une expression suppliante. Mais Zobéide fit calmement semblant de ne pas voir le regard pitoyable et les gémissements de la chienne, leva la main et lui frappa le corps avec le fouet jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force avant de jeter le fouet à terre. Puis il a saisi la chaîne dans la main du porteur, a soulevé les pattes avant du chien. La personne et l'animal se sont regardés les visages tristes et émus et ont tous 2 pleuré. Finalement Zobéide sortit son mouchoir, essuya les larmes du chien, l'embrassa et donna la chaîne au portier. Prends-la, remets-la à sa place et amène-moi l'autre ici. Le portier a transporté le chien battu dans la pièce intérieure et, à son retour, il a saisi la laisse du 2e chien des mains d'Amine et l'a amené à Zobéide, qui était immobile. Gardez-le comme celui de tout à l'heure, dit-elle au portier. Puis elle reprit le fouet et l'abaissa comme le premier. Puis pleure avec lui, essuie ses larmes et rend-le au porteur. Cette fois, Amine a personnellement conduit cette 2e chienne dans la pièce intérieure. Les 3 ascètes musulmans, le roi et 2 de ses hommes furent extrêmement surpris de cette scène. Ils ne comprenaient pas pourquoi Zobéide, après avoir sévèrement battu 2 chiennes, qui selon l'islam étaient des animaux sales, pleurait avec elles, essuyait leurs larmes et les embrassait aussi. Ils se murmurèrent. Le roi en particulier, très désireux de connaître la raison d'une action aussi extrêmement étrange, faisait constamment signe au Premier ministre de s'enquérir de la situation. Mais le Premier ministre tourna la tête de l'autre côté jusqu'à ce qu'il voie le roi continuer à faire des gestes urgents. Il dut donc signaler et répondre qu'à ce moment il ne pouvait pas satisfaire la curiosité du roi. Zobéide resta longtemps assis au milieu de la pièce comme pour reprendre des forces après avoir vigoureusement fouetté les 2 chiennes noires. Ma chère sœur, lui dit la belle Safi, s'il te plaît, retourne à ta place d'origine, pour que ce soit à mon tour de faire la tâche. D'accord, répondit Zobéide. Puis elle est venue s'asseoir sur le piège. À sa droite se trouvait le roi, son vizir Giafar et son chef eunuque Meruur. À gauche se trouvent 3 moines et un porteur. À ce stade, Scheherazade dit. Votre Majesté, ce que vous venez d'entendre a dû vous paraître étrange, mais la suite de l'histoire est encore plus étrange. J'en suis sûr tu aimerais en savoir plus demain soir si tu me permets de finir l'histoire. L'empereur acquiesça et se leva car c'était déjà le matin. Oh, Dinarzade venait de se réveiller et lui cria rapidement. Ma sœur, si tu ne dormais plus, alors racontez-moi la très belle histoire d'hier.
La reine se souvint de la partie qu'elle avait fini de raconter la veille, se tourna vers l'empereur et continua ainsi. Votre Majesté, après le retour de Zobéide retournant à leur place, tout le monde resta silencieux un instant. Finalement, SFLE, assis sur une chaise au milieu de la pièce, dit à Amin, « Mon cher, s'il te plaît, lève-toi, tu sais ce que je veux dire. » Amin se leva et se dirigea vers une autre pièce avec 2 chiennes noires. Elle revint avec un sac recouvert de satin doré brodé de brocart et doublé de soie bleue. Elle s'est approchée de sa fille et a ouvert le sac, en a sorti une guitare et la lui a donnée. Sa fille l'a pris et après avoir accordé les cordes, elle a commencé à jouer, en suivant le rythme de l'instrument. Elle a chanté une chanson qui exprimait le tourment d'être absent et était si inspirante que l'empereur et tous les autres écoutaient avec passion le lait. Elle jouait et chantait avec passion tout en dansant gracieusement au rythme. Après avoir fini la chanson, elle dit à Amin, « Eh chérie, je suis fatiguée et ma voix est perdue. S'il te plaît, remplace-moi par le piano et chante pour toi. » « Oui, je serai très heureux, » a répondu Amin, s'approchant de sa fille pour recevoir l'instrument de sa main et se charger de la remplacer. Amin a essayé le piano puis a commencé à gratter et à chanter longtemps comme sa sœur sur le même sujet mais avec plus d'enthousiasme et elle a été très émue ou plutôt, a absorbé si profondément le sens des paroles qu'après avoir joué, elle était épuisée. Zobéide voulut montrer sa satisfaction et dit à sa sœur, « Chérie, tu as créé un miracle. Tout le monde a clairement vu que je souffrais moi-même, alors je l'ai décrit de manière vivante. » Amin n'a pas eu le temps de répondre à cette honnêteté. Elle sentait sa poitrine tellement étouffée qu'elle voulait juste ouvrir sa chemise pour la laisser respirer, mais avec ce geste elle révéla sa poitrine et un sein qui n'était pas la peau blanche et lisse que doit avoir une belle jeune femme comme Amin. Au contraire, sa poitrine était pleine de cicatrices, faisant peur à tout le monde. Ouvrir sa chemise pour la laisser respirer comme ça ne l'a pas réveillée et elle s'est quand même évanouie. Mais, Votre Majesté, je n'ai pas remarqué que c'était déjà le matin. Madame Scheherazade s'est tue et l'empereur s'est levé. Ce roi hésitait, ne sachant que décider. Par curiosité, il voulait aussi entendre la dernière partie de l'histoire pleine de détails intéressants et inattendus. « Oh Dinarzade, par habitude, dit à la reine. Mon cher sœur, si tu ne dors plus, s'il te plaît, finis de raconter l'histoire des jeunes femmes et des moines musulmans. » Scheherazade continue de raconter l'histoire ainsi. Pendant que Zobéide et sa fille couraient pour sauver sa sœur, l'une des moines se plaignait. « Nous préférons nous allonger dehors plutôt que de venir ici et de devoir voir ces scènes. » Le roi l'entendit, se rapprocha de lui et des autres moines et demanda, « De quoi s'agit-il » Le moine qui venait de se plaindre répondit, « Monsieur, nous n'en savons pas plus que vous. » « Quoi ? Dit le roi, vous n'êtes pas membre de cette famille ? Et vous ne pouvez pas nous le dire non plus. Quelque chose à propos des 2 chiennes noires qui ont été brutalement maltraitées et de cette femme qui s'est évanouie ? Monsieur, dirent les 3 moines à l'unisson, nous venons juste d'arriver dans ce manoir pour la première fois de notre vie, et nous sommes arrivés juste un instant avant vous. Cela augmenta encore la surprise du roi. Peut-être jugea le roi, est-ce ce que l'autre personne assise à côté de vous sait quelque chose ? Un moine fit signe au porteur de s'approcher et lui demanda s'il savait pourquoi les 2 chiennes noires étaient perdues et pourquoi les seins d'Amin étaient si flétris et cicatrisés. Monsieur, répondit le portier, je jure par ciel et terre que si vous ne savez rien de cette scène, moi non plus. Il est vrai que je réside dans cette capitale,
Mais aujourd'hui c'est la première fois que j'entre dans cette maison et si vous êtes surpris de me voir ici, je suis également surpris de me retrouver parmi vous. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que je n'ai pas vu d'homme avec les dames. L'empereur, ses compagnons et les moines croyaient que le portier faisait partie de la famille de la jeune femme. Ils espéraient donc pouvoir apprendre grâce à lui ce qu'ils devaient comprendre, mais ils furent déçus. L'empereur décida de satisfaire sa curiosité à tout prix en disant à tout le monde, « Écoutez, nous avons ici un total de 7 hommes et nous n'en avons affaire qu'à 3. Les femmes, pourquoi ne les forçons-nous pas à clarifier les choses dont nous avons besoin? Savoir, s'ils ne veulent pas répondre, y a-t-il un moyen de les forcer à parler? » Le premier ministre Giafar n'était pas d'accord avec l'opinion ci-dessus et a évoqué les conséquences d'une telle décision auprès de l'empereur. Il a choisi de parler comme un homme d'affaires s'adressant à quelqu'un du même métier. Monsieur, il a dit, s'il vous plaît, réfléchissez. Nous devons préserver notre honneur. Nous savons tous dans quelles conditions ces dames ont accepté de nous recevoir chez elles et nous avons accepté. Que diront les gens si leur engagement n'est pas respecté? C'est encore plus blâmable si quelque chose de nuisible se produit à cause de cela. Il ne semble pas que ces femmes nous demandent cette promesse pour avoir des remords si nous ne la respectons pas. À ce stade, le Premier ministre éloigna un peu l'empereur et dit doucement, « Votre Majesté, ce sera bientôt la nuit, s'il vous plaît soyez patient. J'arrêterai ces femmes demain matin et les conduirai à elles viennent devant le trône, et il saura tout ce qu'il veut savoir sur eux. » Même si cet avis était extrêmement raisonnable, l'empereur le rejeta néanmoins, força le Premier ministre à garder le silence et lui dit qu'il souhaitait clarifier la situation dès maintenant. Il s'agit simplement de savoir qui sera le porte-parole. L'empereur essaya de forcer les moines à parler les premiers, mais ils s'excusèrent tous. Finalement, ils convinrent que c'était le porteur qui s'en occuperait. Il s'apprêtait à poser cette question fatale lorsque Zobéide, après avoir réanimé Amine, s'approcha d'eux. Parce qu'elle les entendait discuter bruyamment et avec enthousiasme, elle demanda, « De quoi discutez-vous les gars? Avez-vous des objections ?» Le portier prend immédiatement la parole. « Madame, nous aimerions que vous nous disiez pourquoi, après avoir torturé les 2 chiennes noires, vous avez pleuré avec elles et pourquoi vous vous êtes évanouie. Cela a une poitrine pleine de cicatrices. C'est, madame, ce que j'ai été autorisé à vous demander. » Zobéide entendit cela, avec un regard fier tourné vers l'empereur, et tout le groupe qui le suivait ainsi que les moines ascétiques, demandèrent froidement, « Messieurs, est-il vrai que vous l'avez chargé de poser des questions? Demandez-moi ça ?» Tous ont répondu que c'était vrai, sauf le Premier ministre Giafar qui n'a rien dit. En entendant cette confirmation, elle leur dit d'une voix qui montrait clairement son mécontentement car elle se sentait insultée. « Avant d'accepter de vous recevoir à votre demande, et de vous prémunir de tout ce qui pourrait nous nuire. Je ne suis pas contente de vous car nous ne sommes que femmes. Par conséquent, la condition était posée qu'ils ne devaient pas chuchoter sur des choses qui n'avaient rien à voir avec eux, de peur d'entendre des mots désagréables. Après avoir été accueillis et divertis aussi poliment que possible, vous avez rompu votre promesse. C'est en partie notre faute si nous sommes trop indulgents. Mais, quant à eux, il est impossible de pardonner. Leur comportement n'est pas du tout correct. » Ayant fini de parler, elle tapa du pied et frappa 3 fois dans ses mains, puis cria fort. « Viens ici vite. Dépêche-toi. » Immédiatement, une porte s'ouvrit en grand et 7 forts esclaves noirs entrèrent, les épées à la main. Chacun attrapa un invité,
le poussa au sol, le traîna au milieu de la pièce, se préparant à lui trancher la tête des 7 personnes. Il est facile de comprendre à quel point l'empereur était terrifié. Il a regretté, mais il était trop tard, de ne pas avoir écouté les conseils du Premier ministre. Alors que le pauvre roi, Giafar, Mesrour, le portier et les moines s'apprêtaient à payer de leur vie leur déplorable curiosité, un des esclaves demanda à Zobéide et à ses sœurs, « Mesdames nobles, puissantes et respectables, nous ordonnez-vous de décapiter eux ?» « Attendez, répondit Zobéide avant tout, il faut encore leur demander. Madame balbutia le portier en tremblant au nom de Dieu, s'il vous plaît, ne me faites pas mourir pour le crime d'autrui. Je suis innocent, ce sont eux les coupables. Hélas, il a pleuré et a continué comme nous nous sommes amusés. Ce sont ces moines borgnes qui furent la cause du désastre. Il n'y avait aucune ville qui ne souffrit de ruine devant ce peuple inhumain. Madame, je vous prie de ne pas confondre le premier avec le dernier et de penser que pardonner à un misérable comme moi, qui ne sait pas sur qui s'appuyer, est plus beau que d'utiliser l'autorité pour torturer et être une victime. Colère. Zobéide, bien que fâché, ne put s'empêcher de rire aux cris du portier. Mais sans s'arrêter devant lui, elle demanda une seconde fois aux autres, « S'il vous plaît, répondez et dites-moi qui vous êtes. Vous n'avez qu'un instant à vivre. Je ne peux pas croire que vous soyez des gens honnêtes ni des personnes d'autorité ou d'honneur dans votre pays, quel que soit le pays. Parce que si c'était vrai, vous sauriez vous retenir et nous respecter davantage. » L'empereur, de nature impatient, souffrit plus que les autres parce qu'il voyait que sa vie et sa mort dépendaient des ordres d'une femme offensée et justement en colère. Mais il a commencé à éprouver une lueur d'espoir lorsqu'elle a exprimé qu'elle souhaitait connaître l'identité de chaque personne avant de donner l'ordre de les tuer. Il croyait qu'elle ne permettrait pas qu'il soit tué alors qu'elle connaissait sa position. Il a donc chuchoté au Premier ministre à côté de lui déclarer immédiatement qui il était. Mais le sage et prudent Premier ministre, voulant sauver l'honneur de son maître et ne voulant pas répandre la grande humiliation que le roi lui avait infligée, répondit seulement, « Nous devons souffrir ce que nous méritons, n'obéissant pas aux ordres de l'empereur. » Il voulut parler, mais Zobéide demanda aux moines ascétiques. Lorsqu'elle vit qu'ils n'avaient qu'un œil tous les trois, elle demanda s'il était frère. Une personne a répondu pour les trois. Non, madame. Nous ne sommes pas frères de sang mais juste des croyants. C'est-à-dire que nous suivons le même style de vie. Elle a demandé à une personne en particulier êtes-vous né borgne? Non. Madame ce type a répondu je suis devenu borgne à cause d'un incident très étrange qui serait utile s'il était enregistré. Après ce désastre, je me suis rasé la barbe et les sourcils et je suis devenu moine. L'ascétisme est comme les vêtements je porte. Zobéide a également demandé la même chose aux 2 autres moines et ils ont répondu la même chose que la première personne. Mais une personne a ajouté, pour que vous compreniez, madame, nous ne sommes pas des gens ordinaires et pour que vous ayez un certain respect, laissez-moi vous dire que nous sommes tous les 3 les enfants du roi. Même si nous le sommes, nous savions seulement cet après-midi, mais nous nous sommes présentés et nous pouvons vous assurer que nos pères sont tous des rois célèbres dans le monde. En entendant ces mots, Zobéide calma un peu sa colère et dit aux esclaves, « Donnez-leur un peu de liberté, mais vous devez quand même rester ici. Si quelqu'un nous raconte clairement ses origines et la raison pour laquelle il est venu ici, nous ne le traiterons pas mal et le laisserons aller où il veut. Mais nous ne pardonnerons pas à ceux qui refusent de faire ce que nous demandons. Ici,
Scheherazade s'arrêta de parler et ce silence ainsi que la lumière de l'aube firent comprendre à Schahriar que le moment était venu. Il devait se lever. L'empereur promit silencieusement de continuer. Demain il écoutait l'histoire de Scheherazade parce qu'il voulait vraiment savoir comment étaient les 3 moines. Dinarzade était extrêmement intéressée par les histoires racontées par la reine, la réveillant à la fin de la nuit suivante. Ma chère sœur, dit-elle à la reine Scheherazade, si vous ne voulez plus dormir, continuez à raconter la belle histoire des moines. Scheherazade a demandé l'approbation de l'empereur et lorsqu'elle a été approuvée, elle a continué. Votre Majesté, les 3 moines, le roi, le vizir Giafar, l'eunuque Mesrour et le portier étaient tous assis sur la chaise, un tapis au milieu de la pièce en face de 3 belles femmes assises dessus et derrière elles se trouvaient des esclaves noirs prêts à exécuter les ordres de leur maître. Le portier comprit qu'il lui suffisait de raconter en détail sa véritable histoire pour pouvoir se libérer du grand danger qui menaçait sa vie. Alors il parla le premier. Madame, vous connaissez bien mon identité. Quelle est la raison qui m'a conduit au monastère? Mon histoire va donc bientôt se terminer. Votre seigneurie m'a engagé ce matin au rassemblement des ouvriers comme porteur. Je l'ai suivi dans un magasin de vin, un magasin de fruits et légumes, puis dans un magasin de produits secs qui vendait des amandes, des noix de pécan, des châtaignes et bien d'autres fruits. Ensuite, nous sommes allés dans un magasin vendant des épices et des bonbons. De ce magasin, le panier était plein de chèques. J'ai dû faire de mon mieux pour le rapporter au manoir des dames et ils ont eu la gentillesse de me laisser rester jusqu'à maintenant. C'était une faveur que je n'oublierai pas pour le reste de ma vie. C'est toute mon histoire. Quand le portier eut fini de parler, Zobéide lui dit avec satisfaction, « Maintenant, va, cours. Ne nous laisse plus te revoir. » Madame le portier répéta. S'il vous plaît, permettez-moi de rester. C'est injuste, qu'après avoir intéressé tout le monde à entendre mon histoire, je n'ai pas le plaisir d'entendre l'histoire de tout le monde. Ayant fini de parler, il s'assit dans un coin, heureux d'avoir échappé à un danger qu'il avait tant effrayé. Derrière lui, l'Inde et les 3 moines parlèrent à Zobéide, qu'il considérait comme le maître des 3 jeunes femmes et celui qui lui avait ordonné de raconter son histoire. Il commença à la raconter ainsi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.